Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous propose l'analyse d'une grosse news sur la piétonisation de Paris. Ouais, rien que ça. Ici je ne parlerai pas de mon opinion, je l'ai déjà partagé en live sur Twitch, et d'ailleurs merci à tous les viewers qui m'ont aidé à construire ce sujet grâce aux arguments et contre-arguments qu'on a pu échanger ensemble. Le but de cette vidéo va donc être de vous proposer l'étude la plus objective possible de ce projet. Et vous pourrez retrouver toutes les sources qui m'ont été utiles en description dans l'article que j'ai réalisé spécialement. Alors dans un premier temps, je vais vous faire une petite présentation du projet pour mieux comprendre les personnes qui sont impactées, puis on verra les avantages et inconvénients d'une telle décision qui fera date dans l'histoire. Oui, je pèse mes mots. Alors l'origine de tout ça, c'est un tweet de David Bellière, l'adjoint à la mairie de Paris. Il lance un appel à concertation pour les Parisiens. C'est un formulaire qui permet de donner son point de vue sur le projet, je le détaillerai plus tard. Il en existe de nombreux sur le site idparis.fr et ce projet a été proposé par la mairie de Paris. Car tout à chacun peut proposer son projet, et ça j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Pour résumer ce projet, c'est donc une zone à trafic limité qui a été proposée, et non, le centre de Paris ne sera donc pas piétonisé. Désolé pour le titre aguicheur, je m'en excuse, mais c'est en réponse aux différents médias qui ont partagé cette information. Car cela capte évidemment plus l'attention, mais cela propage également une idée fausse, bien loin du projet proposé dans le tweet original. L'objectif présenté est donc de réduire drastiquement le trafic de transit dans Paris, et précisément en son centre, pour faire la part belle aux piétons, vélos et transports en commun. Ce choix a été fait car c'est une zone qui s'y prête particulièrement étant donné que c'est un quartier qui est bien desservi en transport en commun et où ses habitants possèdent déjà peu de voitures. Alors pour le moment je ne fais que présenter le tweet, j'analyserai ces informations plus tard. L'objectif de la ZTL est donc de lutter contre la pollution de l'air, de réduire le bruit du trafic routier et de récupérer de l'espace pour de la nature en ville. Enfin, la mise en place de la ZTL est annoncée pour le premier semestre 2022 et le tweet ne fait pas non plus une liste exhaustive des personnes qui risquent d'être impactées. C'est ce que je vais vous proposer avec un petit tableau. Donc pour le faire, je suis parti des informations disponibles sur la consultation. En blanc, rien ne change pour les différents usagers. Par contre, quand c'est en orange, ça montre qu'il risque d'y avoir un impact sur eux. Donc avant d'aller plus loin sur l'analyse de chacun des usagers, je vais faire un point sur la consultation. L'ensemble des Parisiens peuvent y répondre. Pour l'instant, il y en a à peu près 3000 qui ont répondu. Sur 2 millions de Parisiens, ça fait pas beaucoup. Dans un premier temps, on nous présente le périmètre et les enjeux d'un tel projet, et on peut choisir d'ajouter son quartier pour pouvoir étendre cette zone. Il est également possible de pouvoir partager ses observations. Néanmoins, il n'est pas possible avec un bouton ou avec un choix d'indiquer que l'on est pour ou contre ce projet. Il n'est pas non plus proposé de rajouter des inconvénients à la mise en place d'un tel projet pour pouvoir les analyser. Le problème à ça, c'est si les statistiques sont utilisées, cela donnera uniquement la sensation que les Parisiens souhaitent étendre cette zone, car c'est par défaut la seule option disponible. Il ne sera pas non plus possible de connaître le taux d'adhésion des Parisiens par rapport à un tel projet. Ensuite, il est indiqué l'ensemble des personnes qui auront accès à cette zone, comme dans le petit tableau que je vous ai présenté juste avant. Il est également possible à ce moment-là de rajouter toutes les autres personnes que vous souhaitez voir accéder à cette zone. Et le problème, c'est que vu que ça s'adresse aux Parisiens, il y a beaucoup de personnes qui traversent Paris qui ne pourront pas répondre à ce formulaire. Et donc indiquer pourquoi ils doivent traverser Paris et les différentes problématiques qu'ils rencontrent et les solutions qu'ils n'ont peut-être pas. Car s'ils traversent Paris, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas le choix. Ensuite, il est indiqué les différents objectifs attendus d'une telle zone. Ici, on voit que ces objectifs ciblent principalement les résidents, piétons, cyclistes et utilisateurs de transports en commun, mais sans parler des personnes qui vont devoir aller travailler dans cette zone. Je pense notamment à l'amélioration du métro, qui n'est pas dans les choix, à l'amélioration des véhicules en libre service et toute autre solution alternative qui permet de simplifier les déplacements dans cette zone. Ensuite, on nous demande comment mettre à profit l'espace libéré dans ces zones, et là c'est effectivement intéressant, ça permet un petit peu de voir comment la ville va réaménager cet espace, et la priorité, donc dans ce cas-là on peut être impactant avec notre choix. Ensuite on vérifie notre profil pour indiquer qu'on est vraiment parisien, puis on nous demande quel véhicule on utilise majoritairement pour pouvoir se déplacer dans cette ville, et s'il manque par exemple les véhicules en libre service, les VTC, le covoiturage et l'autopartage qui sont pour moi des modes de transport à considérer à part entière. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à les préciser si vous les utilisez. Et pareil pour trottinette, ça aurait pu être dans une catégorie EDPM. On nous demande également notre lieu de travail, ce qui va permettre de savoir comment on transite, puis notre âge. Et là, je comprends pas trop pourquoi ils ont demandé des tranches d'âge, parce que le fait d'avoir l'âge de chaque personne, ça aurait permis justement d'avoir un traitement plus affiné pour savoir par exemple à quel âge les usagers basculent d'un moyen de transport à un autre. On nous demande aussi le sexe, mais on n'est pas obligé de le préciser. Donc en résumé, ce formulaire permet de mieux connaître le panel de votants,
leur âge, comment ils transitent avec quoi et comment ils souhaiteraient aménager l'espace, mais il ne permet pas de connaître clairement l'avis des résidents grâce à un choix pour, contre et en leur permettant de lister pourquoi ils seraient contre. Et ce sondage ne permet pas non plus à la petite et grande couronne de Paris de pouvoir voter et donc partager leur avis sur cette ZTL. Seule la première zone de texte permet de partager un petit peu toutes les problématiques qu'on rencontre. D'ailleurs, je n'ai pas hésité à y coller tout le travail que j'ai fait, parce qu'il n'y a pas de limite de caractère, donc c'est tant mieux. Et je vous invite également à le faire. J'espère d'ailleurs que ce formulaire sera modifié pour permettre aux votants d'exprimer plus librement leur opinion. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour qu'un grand nombre de Parisiens puissent remplir ce formulaire et partagent leur opinion. Car pour l'instant, 3000 personnes qui en représentent 2 millions, c'est seulement 0,1% des Parisiens. Et d'ailleurs, n'hésitez pas ici en commentaire à partager votre point de vue, car des points de vue contradictoires sont extrêmement intéressants et permettent de mieux comprendre les besoins de chacun. Et on fait ça dans le calme et la bonne humeur, hein. Bon, maintenant que vous avez rempli le formulaire, on va revenir aux personnes qui sont impactées. Ici, j'ai identifié les autocars de tourisme. Et les touristes n'ont pas non plus leur voix dans le projet, mais ils apportent une manne importante, notamment dans cette zone qui est très commerciale. Et personnellement, je ne vois pas d'inconvénient si ces véhicules sont en accord avec les avantages proposés par un tel projet. C'est-à-dire simplement que la flotte soit électrique, pour être en accord avec la pollution de l'air et le bruit du trafic routier. Nous avons les véhicules motorisés en libre service. Et là, c'est le même constat, reste à voir si la mairie de Paris souhaite encourager la place des 2 roues motorisées électriques, car ils sont en contradiction avec le premier point qui est faire la part belle aux piétons, vélos et transports en commun. Les 2 roues motorisées dans Paris sont responsables de presque 3000 accidents qui représentent 47% des accidents dans Paris. Alors, je n'ai pas trouvé de statistiques indiquant la part de responsabilité des 2 roues motorisées en free floating. Donc vous avez compris, même si la flotte est électrique, cela répond aux 2 critères, mais pas forcément au premier critère qui est faire la part belle aux piétons et donc limiter les risques d'accident dans Paris. On passe maintenant à ce qui va représenter la grande majorité des personnes qui sont ciblées, c'est-à-dire l'ensemble des véhicules motorisés, à l'exception bien sûr de tous ceux que j'avais listés précédemment dans le tableau. Et donc effectivement, on ne retrouve pas les véhicules en autopartage, covoiturage et VTC qui ne disposent pas de dérogation spéciale et sont soumis aux mêmes règles que les autres véhicules motorisés. C'est-à-dire que les VTC n'habitant pas au centre de Paris ne pourront plus faire de courses dans le centre. Il faudra donc que les applications modifient leur fonctionnement. Et je pense qu'il va falloir effectivement clarifier ce point assez rapidement, parce que sinon de nombreux VTC vont trouver des façons de contourner cette restriction pour pouvoir continuer à travailler à Paris. Et quelque part, je les comprends, car en Ile-de-France, il y a environ 18 000 chauffeurs de taxi et entre 20 et 30 000 chauffeurs de VTC. Et interdire la circulation des VTC dans Paris supprimerait cette offre. Mais le malheur des uns faisant le bonheur des autres, les taxis en profiteraient forcément. Est-ce un mal, est-ce un bien? C'est pas à moi d'en décider. Ce qui est sûr, c'est que l'offre diminuera drastiquement dans ces zones si les VTC sont interdits d'y circuler. Alors que la demande, elle, ne fera que augmenter dans le centre de Paris. Et il est possible que ça impacte le prix des taxis dans le centre. Ça, c'était le point sur les professionnels, et ceux qui vont travailler en utilisant leur voiture vont devoir se tourner vers d'autres solutions. Heureusement, dans la grande majorité des cas, cela concerne des Parisiens. On peut voir ici un graphique qui illustre les déplacements dans la capitale. Alors je dis heureusement car il n'y a que les Parisiens qui sont consultés pour la mise en place de ce projet. Les personnes qui travaillent dans la petite et grande couronne, comme je disais un petit peu plus tôt, ne sont pas consultées et représentent une petite part du trafic qui va traverser Paris. Et dans cette part, on estime à 30% des personnes qui ont absolument besoin de leur véhicule pour pouvoir transiter dans Paris. Reste à voir si des solutions leur seront proposées, en tout cas ils sont déjà pris en compte dans cette problématique. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu tout le tour des usagers qui sont concernés, on va regarder si de telles zones ont été mises en place dans d'autres villes et comment elles fonctionnent. Tout d'abord, il y a Londres avec une zone d'exclusion de 21,7 km², soit 3 fois plus grande que celle de Paris, mais elle ne fonctionne pas pareil, car ici c'est la thune qui limite l'accès à la ville, les vélos ne sont pas taxés, les résidents payent 90% en moins que les autres, les invalides et certains ayant droit n'ont rien à payer, les véhicules à très faible émission n'ont rien à payer également, il y a une taxe qui s'applique en semaine de 7h à 18h, et le week-end il n'y a rien à payer. Mais le problème de cette mise en place, c'est que cela déjà ne fonctionne pas au niveau de la nuisance et de la congestion qui est toujours présente, cela n'est pas non plus une solution équitable, car elle favorise les plus riches. On peut d'ailleurs voir ce graphique de l'INSEE qui montre que plus on est riche et plus on se déplace en voiture. Par rapport à la solution londonienne, ce que propose Paris est donc
plus équitable car il n'y a pas de sélection par rapport au porte-monnaie. Enfin si en quelque sorte, car ceux qui vivent à Paris ne sont pas touchés par cette régulation. Pour ce qui est de Milan et Rome, il faut aussi payer pour accéder à cette zone et de nombreux parkings à l'extérieur de la ville permettent de stationner le véhicule pour la journée. Le véhicule doit faire moins de 7,5 mètres et les véhicules en général doivent être non polluants. Et ça c'est un système qui est en place dans plusieurs villes en Italie. Mais ces solutions ne permettent pas de décongestionner le centre de la ville qui continue à garder des nuisances sonores et au niveau de la pollution également. Ensuite nous avons Madrid en Espagne et là c'est uniquement limité aux véhicules polluants. Ça ne diminue pas non plus la congestion, les nuisances sonores et les conflits possibles entre les différents usagers. Et enfin, en France, on a Nantes depuis octobre 2012. Certaines rues sont fermées à la circulation, mais il n'y a pas de contrôle d'accès, uniquement une amende en cas de non-respect. Et les véhicules qui circulent doivent être équipés d'un macaron et n'ont pas le droit de dépasser les cyclistes. De plus, les cyclistes, eux, doivent circuler sur leur espace qui leur est réservé. Au niveau de la restriction des véhicules, c'est exactement la même qui a été imaginée sur Paris. Mais ici, ça ne s'étend que sur 2,5 km², soit 3 fois moins que Paris. A noter que Nantes dispose également d'un plateau piéton, c'est-à-dire un endroit où les véhicules sont strictement interdits. Et sur cet espace, on remarque que 2 ans après la mise en place de cette zone piétonne, les commerces ont eu une très forte progression. Et depuis cette progression continue, qui a poussé Nantes au top 2 des villes les plus commerçantes en 2018, selon le palmarès réalisé par Proco, qui est une fédération pour la promotion du commerce spécialisé. Ailleurs, selon le document publié par Proco, l'attractivité des commerces dans les centres-villes peut être expliquée donc par une bonne desserte des transports en commun et solutions comme les véhicules libre-service, par la place du piéton dans le cœur de la ville, par l'organisation d'événements culturels et touristiques récurrents et par le développement concerté des zones périphériques sur le long terme. Ce n'est pas donc un seul levier qui permet de développer le commerce. Limiter l'accès d'une zone par les voitures et la rendre plus accessible aux piétons ne tue donc pas les commerces, c'est même tout l'inverse. On peut également voir que la courbe des accidents a baissé drastiquement à Nantes entre 2012 et 2019, mais je ne peux pas dire si c'est corrélé directement à cette zone de trafic limité. Et il y a également la qualité de l'air qui s'est améliorée dans la ville de Nantes. Mais pareil, ici il faut prendre ces données avec des pincettes car la moyenne nationale a également diminué. Mais ce que l'on peut conclure par rapport à la mise en place de cette ZTL, c'est qu'elle n'a pas impacté négativement tous ces différents points qu'on a exposés précédemment. Dernier point notamment, c'est la comparaison qui a été faite entre Paris et Ljubljana, la capitale slovène qui a été mise complètement piétonne. Alors j'ai fait une petite carte pour vous montrer les zones piétonnes qui sont déjà en place à Paris et on arrive exactement à la même taille que cette ville. Bon, à Paris, ces zones sont encore accessibles par les résidents en voiture à une limite de 20 km/h, mais ici la comparaison n'a pas trop de sens au vu des tailles comparées. La Slovénie a exactement le même nombre d'habitants que Paris, et si on compare les deux capitales, une a une densité de 1000 habitants au kilomètre carré et l'autre de 20 000 habitants au kilomètre carré. Nantes en comparaison à 5 000 habitants au kilomètre carré. Ça permet un petit peu d'avoir des ordres de valeur et d'éviter de faire des erreurs sur des comparaisons parce que au niveau des déplacements modaux, on n'est pas sur la même chose. La ville slovène par exemple, elle peut se permettre de supprimer les bus et de les remplacer par des navettes qu'on peut commander gratuitement. C'est des choses qui ne sont absolument pas applicables à Paris. Maintenant que nous avons pu voir les différentes zones à trafic limité qui existent dans le monde et en France, on va voir comment ça pourrait fonctionner en les appliquant à Paris, avec les avantages et inconvénients créés. Et pour que ça fonctionne, on va garder en tête les 4 principes de base, ceux pour lesquels cette ZTL a été créée: donner de la place aux piétons, transport en commun, vélo, lutter contre la pollution de l'air, réduire le bruit du transport routier et récupérer de l'espace pour de la nature en ville. Alors ici, je vais vous présenter différents points que j'ai pu identifier, en voir les avantages, les inconvénients et potentiellement les solutions pour éviter que ça soit considéré comme des problématiques. Alors tout d'abord, ça va être livreurs, artisans, commerçants qui vont pouvoir continuer à travailler sans aucune contrainte dans Paris. Pour eux, ça va être un avantage étant donné que la circulation va se trouver fluidifiée. Il y aura plus de places disponibles en journée pour pouvoir se stationner. Néanmoins, cela risque d'encourager les livreurs à continuer d'utiliser leurs véhicules motorisés plutôt que se tourner vers une solution alternative, changement qui avait déjà été engagé au vu de la complexité de se déplacer dans Paris. La solution serait donc d'encourager les véhicules électriques ou alternatives non polluantes ou de limiter l'accès à ces livreurs qui sont en véhicules motorisés sur certaines tranches horaires. Il pourrait également être envisagé de limiter la taille des véhicules accédant à Paris, car les poids lourds à eux seuls sont responsables de plus de la moitié des accidents mortels de cyclistes dans cette ville. Pour ce qui est des VTC, eh bien j'en avais parlé un petit peu plus tôt, je pense qu'il va falloir clarifier ce point.
Ensuite, au niveau de la fluidité du trafic, alors ça a des gros avantages. Par exemple, augmenter la vitesse commerciale des bus et des taxis. Qui dit moins de congestion dit également moins de pollution et moins de pollution sonore également. Néanmoins, cela risque d'entraîner une augmentation de la vitesse des véhicules circulant dans Paris et donc des accidents mortels plus importants. Car en cas de collision avec une voiture, un piéton à 30 km/h a 10% de chance de se faire tuer et ça peut monter à 85% à 50 km/h. Il faut donc accompagner cette mesure d'une limitation de cette zone à 30 km/h. Ensuite, il y a un risque d'engorger les quartiers limitrophes à cette zone limitée, car les véhicules vont essayer de s'approcher le plus possible de cette zone pour y trouver un stationnement. Cela dépend également de la manière dont cette zone est contrôlée. Si les véhicules peuvent y circuler librement et reçoivent des amendes uniquement si elles y circulent de manière irrégulière, ou s'il y a des agents à l'entrée de chaque porte pour bloquer la circulation. Dans ce cas-là, il risque d'y avoir des bouchons. Donc ici, à part revoir le plan de circulation ou simplifier l'accès au transport public en réduisant par exemple son coût pour les personnes précaires ou les personnes affectées par ce changement. Et il est également possible d'étendre la ZTL, mais après on va arriver dans un paradoxe. Peut-être que les villes avoisinantes vont souhaiter également créer des ZTL, ce qui fait que les Parisiens ne pourraient même plus sortir de Paris. Et s'il y a des contrôles à chaque accès, eh bien ça va être assez compliqué vu qu'il y a plus de 42 accès pour le centre de Paris. Il y a encore de nombreuses zones d'ombre sur ce point qu'il va falloir éclaircir et je referai certainement un sujet une fois qu'on aura tous ces éclaircissements. Ensuite, on a le risque d'encourager certains résidents qui jusqu'ici n'avaient pas de voiture à en prendre une, car l'utilisation de la voiture dans Paris est de 11,5% dans le centre, et le fait de permettre aux résidents de continuer à accéder à Paris et de se déplacer dans Paris, au vu de cette potentielle fluidité et place qui vont se libérer, eh bien ça commencerait à être intéressant d'y réfléchir. Surtout que les transports en commun pendant ce temps-là, eh bien vont se saturer. En parlant des transports en commun, il va falloir fiabiliser ces transports et peut-être réduire leurs coûts. Les rendre gratuits ne serait pas une option car ils n'encourageraient pas les autres solutions douces comme par exemple le vélo ou la marche. Mais il faut que cette solution soit vraiment attractive, en tout cas pour les personnes en proche couronne et grande couronne. Heureusement, il y a le projet Grand Paris qui commence à se développer et qui va bientôt être mis en place. Ce projet permettra aux transports en commun d'éviter de transiter par le centre de Paris et donc le surcharger encore plus. Il faut également continuer de développer l'offre des véhicules en libre service pour déclencher un report modal car c'est souvent ce dernier kilomètre de mobilité qui est le plus difficile à parcourir. Comme on a pu le voir à Nantes, cela va également rendre les commerces plus attractifs dans Paris, mais cela risque également de créer une inflation au niveau de leur loyer. Et si c'est le cas, les petits commerces auraient du mal à survivre et à accéder au centre de Paris. Il faudrait dans ce cas-là les aider en encadrant les loyers pour éviter cette inflation. Et enfin, on finit par les piétons et ça va être une très bonne nouvelle. Par contre, il n'est pas indiqué effectivement quelle proportion des rues dans Paris vont se retrouver piétonnes suite à cette mise en place de la zone limitée. Car pour ceux qui ne le savent pas, dans le centre de Paris, dès qu'on entre dans une petite rue, elle ressemble un petit peu à ça. C'est-à-dire qu'il y a des potelets partout et qu'il est très difficile de se déplacer sur le trottoir. On est obligé de circuler sur la chaussée. Et jusqu'à maintenant, eh bien, circuler sur la chaussée, c'était jamais très agréable parce qu'on était un petit peu bousculé par les véhicules qui y circulaient. Donc il faut voir tous les aménagements qui seront faits pour les piétons en ce sens, après la mise en place de la zone limitée. Et c'est également la même chose pour les cyclistes qui circulent sur la chaussée avec les véhicules dans les endroits où il n'y a pas encore de pistes cyclables, car il y en a encore beaucoup dans le centre. Il serait dans ce cas intéressant de rendre l'ensemble des rues cyclables, c'est-à-dire que les véhicules n'auraient plus le droit de dépasser les cyclistes. Et dans le reste des cas, les cyclistes devraient emprunter les pistes cyclables. Voilà donc cette réflexion autour de la mise en place d'une ZTL à Paris. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire le tour de toutes les problématiques que l'on peut rencontrer, mais j'en ai certainement oublié. N'hésitez pas à me les signaler en commentaire, on pourra en discuter et il serait intéressant potentiellement de faire un autre sujet une fois que la concertation sera terminée. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller remplir le formulaire de la mairie de Paris si vous êtes parisien. Toutes les informations sont en description et j'espère que ce sujet vous aura aidé en tout cas à y voir plus clair, même s'il reste encore de nombreuses zones d'ombre. Je tiens à remercier encore une fois toutes les personnes présentes pendant le live qui ont aidé à réaliser cette vidéo. Merci à l'ensemble des tipeurs qui soutiennent ce travail. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos et bonne route!